Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Géopresse. Géopresse d'aujourd'hui va s'intéresser sur deux sujets importants qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Il s'agit de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo et puis la criminalité financière qui a élu domicile dans le pays. Et pour aborder ces deux sujets, j'ai le réel plaisir de recevoir des journalistes. J'ai à ma droite Jordan Mayenikini qui est journaliste au groupe de presse actualité.cd. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau de Géopolis Télévision. Et à ma gauche, j'ai Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur Jordan Mayenikini. J'espère bien que j'ai prononcé bien exactement son nom. Effectivement. Bonsoir aussi à tous nos fidèles téléspectateurs, habitués, toutes les personnes, hommes et femmes, qui restent scotchés pour nous suivre. Oui, merci d'être là sur ces plateaux. Voilà, c'est parti pour 45 minutes dans Géopresse, mesdames et messieurs. Comme annoncé, nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays et puis la criminalité financière qui a élu domicile toujours en République démocratique du Congo. Et pour commencer, je vais poser une question à messieurs Boinali sur la situation sécuritaire. Vous suivez de près ce qui se passe dans la partie est du pays. Et actuellement, plusieurs territoires de cette partie sont sous contrôle de forces négatives, dont le mouvement terroriste les M23, soutenu par le régime Kagame. Malgré l'exhortation du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, malgré l'annonce faite par le président de la République française, Emmanuel Macron, le mouvement terroriste du M23 poursuit toujours ses attaques, ses opérations. Et pourquoi fait-il ces sourdes d'oreilles? Bon, je vais commencer d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, parce qu'au moment où nous avons fêté la journée internationale de la femme, le 8 mars 2023, il y a eu un massacre de trop qui a été perpétré à l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources policières et indépendantes, on parle d'une quarantaine de victimes de plus. Pourquoi les mouvements du 23 mars, dit M23, continuent toujours à faire la guerre? La raison est simple. On ne peut pas répondre à quelqu'un ou à un mouvement qui vous fait la guerre par des communiqués, par des appels à la cessation des hostilités. Moi, je pense que le moment est venu pour passer aux sanctions. Parce que si vous comptez bien, depuis 1994 jusqu'à nos jours, nous sommes en 2023, ça fait 38 ans que cette guerre perdure. Il y a même un expert qui appelle ça un hécatombe de 28 ans. Il s'appelle l'ingénieur et mandataire à mine carrière Raphaël Ngoïmouchia, qui a donné même les clés pour comprendre cette crise et pour l'éradiquer. Donc, selon cet ingénieur en mine, le Congolais Raphaël Ngoïmouchia, la raison principale de cette guerre est et a toujours été la course vers la ruée vers l'or. Donc les M23 veulent l'or congolais, c'est ça. Si on coupe les vivres à toutes les forces négatives qui pilient à l'est de la RDC, c'est-à-dire on les prive, on les empêche d'exploiter les minéraux, je pense que la guerre va arriver à son terme. Et là, nous félicitons le gouvernement qui ne cesse de multiplier des efforts pour ramener la paix. Je parle du gouvernement Samalou Kondé. L'armée est tentée de monter en puissance. Il y a certes des déclarations au niveau des instances internationales. Vous avez cité Antonio Guterres.
et tout récemment Emmanuel Macron qui avait parlé des 48 heures, disant que dès mardi, il y aura un cessez-le-feu qui sera respecté par toutes les parties. J'ai appelé Lourenço, le président angolais, j'ai appelé le président Tshisekedi, j'ai appelé le président Kagame, mais malgré tous ces appels, et il n'y a rien qui a changé, c'est le statu quo, les tueries continuent, les hostilités continuent. Je pense qu'il faut passer à la dissuasion, aux sanctions. La communauté internationale nous allons arriver sur a les moyens pour mettre fin à cette guerre, mais malheureusement, il n'applique pas encore ces sanctions, il ne recourt pas encore à ces moyens-là. Je pense que ça sera peut-être l'ultime recours. Ce sera peut-être l'ultime recours. Le président Emmanuel Macron l'a dit. Les souhaits pour la France, c'est de ne pas arriver aux sanctions, puisqu'il y a déjà un processus, et non seulement lorsque je parle du processus, je fais allusion à ce qui s'est passé à la feuille de route de Luanda, mais il y a aussi le processus de Nairobi, et ce qui a permis même le déploiement de forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc pour le président Emmanuel Macron, il faut épuiser ces processus. Exactement. Et ce qui pourra permettre d'arriver à une solution durable et aussi à imposer la paix dans cette partie du pays. Mais Jordan Meïkine, on a l'impression que les solutions, les recommandations formulées dans le cadre de ces processus ne produisent pas le résultat escompté. Merci beaucoup, cher Jojo Moulamba, de l'octroi verbal. Au fait, je dirais d'abord d'entrée des jeux que je suis heureux de venir participer à cette émission et surtout lorsqu'il s'agit de faire une gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire de réfléchir sur les questions relatives à notre État, qui est la RDC, je le fais toujours avec beaucoup d'énergie. Alors, je pense que concernant la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, au moment où nous parlons, la sécurité n'est pas au beau fixe. Il y a nos frères qui sont tués matin, midi et soir. Pas plus tard qu'hier, déjà il y a eu des centres d'enrôlement de la CENI qui ont été visités par les rebelles du M23, ce qui est déplorable. Alors, de manière globale, quelle analyse il faudrait faire concernant cette situation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais, ensemble, nous ne devons plus attendre que la solution vienne d'ailleurs. On ne doit rien espérer de la communauté internationale, que moi j'ai toujours qualifié de l'hypocrite communauté internationale, parce que c'est la même communauté internationale qui est derrière le Rwanda. C'est cette même communauté internationale qui nous a pillés en Afrique durant plus de 4 siècles. Là, je vais ici évoquer la citation de l'ancien président français Jacques Chirac, qui a dit tout haut que nous avons pillé l'Afrique. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 décennies. Déjà, si nous analysons bien les choses, je pense que c'est au peuple congolais de se prendre en charge, c'est-à-dire de redynamiser l'armée congolaise pour pouvoir défendre le pays. Déjà, il y a le président français Emmanuel Macron qui nous a rappelé, il nous les a rappelés lors de sa visite en République démocratique du Congo, lors de l'échange avec le président Tshisekedi. Emmanuel Macron l'a si bien dit que vous êtes incapable pendant plusieurs années de redynamiser votre souveraineté. Aujourd'hui, les pays, on doit se dire que nous sommes incapables de nous protéger nous-mêmes, peuple congolais. Donc, je pense que si nous voulons mettre un terme à cette situation, c'est au peuple congolais de se réveiller. Ça veut dire que nous devons financer l'armée, nous devons créer une armée puissante au cœur de l'Afrique, parce que le Congo est situé au cœur de l'Afrique. Étant donné qu'on va continuer à pleurnicher, on doit continuer à faire recours aux autres pays pour pouvoir nous protéger. Qu'est-ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo? Nous sommes un pays qui est attaqué par le Rwanda. Alors, nous allons faire recours à la CEAC qui nous a envoyé des militaires. Vous savez que la plupart des militaires que la CIAC a envoyés sont des nilotiques. Vous avez les Kenyans, oui, ex-African Community. Vous avez les Kenyans, vous avez l'Ouganda, les Burundi, ce sont des nilotiques. Or, on dit clairement qu'entre un ami et un frère, les choix est clair. Donc, vous avez les nilotiques qui nous attaquent, qui sont les Rwandais,
et puis vous appelez leurs frères pour venir nous protéger. Est-ce qu'ils vont réellement nous protéger? Question mark. Donc nous devons aujourd'hui comprendre que moi je suis contre cette politique mise en place par le gouvernement congolais de faire recours aux forces extérieures pour nous défendre. Non, moi je pense qu'on devrait plutôt renforcer, redynamiser les FRDC pour pouvoir défendre les pays. Parce que si nous laissons notre souveraineté... La solidarité régionale, quand même, on peut pas la refuser. Ah, attention, comme on dit que les relations entre les États ne sont que basées sur les intérêts. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à promouvoir et à protéger. Donc nous devons faire très attention. Si nous pensons que pour rétablir la paix ou encore la sécurité au beau fixe à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont les Kenyans qui doivent le faire, nous devons faire très attention. On va se retrouver un jour, les M23 vont tout prendre à l'est, parce qu'au moment où nous parlons, il y a plusieurs territoires qui sont occupés par les M23. Donc je pense qu'à l'heure où nous sommes, nous devons nous réveiller, nous devons savoir que nous sommes en guerre, parce que la plupart des Congolais ne savent pas qu'au moment où nous parlons, nous sommes attaqués, le pays est agressé. Nous sommes en guerre. Alors, quand un pays, un État est en guerre, nous devons répliquer comme un État qui est debout, et non pas comme un État qui somnole au moment où le peuple est tué. Mais vous n'espérez pas, ou peut-on espérer aux recommandations de ces deux processus de Nairobi et de... Mais observons très bien la situation sur terrain. Combien de fois on a demandé au M23 de rebrousser chemin, de quitter les territoires qu'ils occupent? Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Parce qu'ils savent qu'ils font face à un État qui n'a pas peut-être une armée capable de se défendre. Un État qui attend que les autres États lui viennent en aide pour se défendre. Si le M23 aujourd'hui se rend compte qu'il fait face à un État qui est capable de se défendre, voilà pourquoi je parle de la redynamisation de notre armée. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que nous soyons attaqués par les Rwandais qui se cachent derrière les M23, au moment où il y a même les classements des armées les plus puissantes d'Afrique, où la République démocratique du Congo, dans la récente liste, a été classée à la 8e position. Par Global Power. Et si nous, Global Power, si nous voyons le Rwanda, qui n'est même pas classé parmi les 35 pays, les Rwandais ne figurent même pas sur la liste. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il faut faire très attention à l'hypocrite communauté internationale, parce que c'est la preuve à suffisance que le Rwanda, qui est incapable d'avoir une armée capable de se battre avec les FRDC, arrive à nous attaquer. Et puis, vous avez les M23 qui utilisent des armes lourdes, des armes très puissantes. Qui finance les M23? Qui finance les M23? Voilà. Mais Dieudonné Boinali... Une question qui mérite d'être posée. Oui, la question est posée. Mais Dieudonné Boinali, le président Macron avait dit, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, les sanctions vont suivre. Peut-on s'attendre à des sanctions sévères à l'endroit de ceux qui n'ont pas, ou ne respectent pas le processus, puisque le pays veut la paix, le pays ne veut pas la guerre, et la voie qui peut amener le pays, les dirigeants ont estimé que c'est le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Maintenant que ces processus, les recommandations de ces processus ne sont pas respectées, et le président Macron a dit, dans ces cas d'espèce, il y aura des sanctions. Est-ce que ces sanctions pourront venir aujourd'hui, demain? Le peuple congolais peut espérer, le gouvernement congolais peut toujours attendre. Bon, si Macron a dit qu'il y aura des sanctions, c'est parce que avant d'arriver en République démocratique du Congo, il a d'abord visité quelques États que la France a considéré qu'ils sont très stratégiques pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Vous avez l'Angola, vous avez les Congo-Brazzaville, vous avez aussi les Gabon. Il est allé consulter ses homologues pour avoir les avis sur la proposition française à la résolution de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je reste confiant. Je sais que les sanctions finiront par tomber, mais il ne faut pas que la France, qui représente la communauté internationale, qui est appelée aussi en quelque sorte comme les gendarmes d'Afrique, je sais que les solutions, les sanctions vont venir, mais il ne faut pas qu'on traîne avec les sanctions.
la dissuasion. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Jordan Mayenikini, c'est quand il dit qu'une force extérieure ou étrangère ne peut pas ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je dis oui ou non parce que par le passé, si on interroge l'histoire, vous allez voir pendant les années glorieuses de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, on avait une armée la plus forte en Afrique subsaharienne. Donc, si vous enlevez les pays du Maghreb, vous restez avec les pays de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas une armée qui pouvait faire face à l'armée zaïroise à l'époque. Je me rappelle quand j'étais encore enfant, j'ai vu un contingent de militaires zaïrois ou congolais aller défendre la souveraineté du Tchad à l'époque du président Hissène Habré, quand le Tchad était menacé par la Libye, l'armée libyenne. J'ai vu aussi notre armée aller faire des opérations au Rwanda, défendre les pouvoirs du feu président Habyarimana. Les exemples sont légion. Et si nous jetons encore un regard dans l'histoire, vous allez voir, lorsque l'Europe était envahie par l'armée allemande, l'Allemagne d'Hitler, Oui. il y a eu des armées étrangères connues qui sont venues sauver des États bien connus, bien identifiés, dont la France. Donc, vous ne pouvez pas nier l'apport de l'aide étrangère ou bien d'une armée étrangère dans la résolution d'un conflit militaire. Et si nous revenons un peu en avant, dans l'histoire immédiate du continent africain, vous allez voir, par exemple, en Centrafrique, c'est une armée étrangère qui a mis fin au conflit entre les Séléka, j'ai oublié comment s'appelle l'autre groupe ethnique. Il y avait deux groupes ethniques qui se battaient en Centrafrique. Donc, ils constituaient en fait des valets des forces étrangères qui ne voulaient pas de la stabilité de l'État centrafricain. La Centrafrique et le Tchad se sont toujours reprochés de financer, d'armer des rebelles dans chaque État. Mais vous avez vu les Russes, à travers leur groupe Wagner, qui est venu mettre fin au conflit militaire en Centrafrique. Idem pour le Mali. On ne le dit pas, mais c'est une force étrangère qui est venue apporter son expertise à l'armée malienne pour ramener la paix au Mali. Mais pourquoi chez nous, si on doit faire appel aux forces étrangères amies, nous devons croire ou bien considérer ça comme un péché? Ce n'est pas un péché. Les Zimbabwe, l'Angola ont bénéficié par les passés de l'aide des forces militaires étrangères pour qu'ils soient indépendants. Ils ont bénéficié de l'aide des soldats de la République cubaine. Ils sont venus de Cuba pour se battre en Angola. Souvenez-vous de Che Guevara. Il est venu se battre en Afrique pour des intérêts lointains et défendre la souveraineté de certains États africains. Et en 1998, il y a eu un moment donné, notre armée a été incapable de défendre notre souveraineté. Le chef de l'État de l'époque, Laurent Désiré Kabila, a fait appel aux troupes de la SADC. Ce sont les troupes de la SADC. Les Zimbabwéens, les Angolais. Voilà, qui étaient constitués des Zimbabwéens, des Angolais, des Namibiens et j'en passe, qui ont stoppé net l'avancée des rebelles vers l'est de la République démocratique du Congo. N'eût été l'apport des troupes de la SADC, les rebelles allaient prendre... Mais les contextes semblent être différents aujourd'hui. Les contextes semblent être différents. Aujourd'hui, on fait appel aux... Aujourd'hui, là où je suis d'accord avec Jordan, est que le contexte est un peu différent. L'armée congolaise, nos forces armées actuelles sont différentes des forces armées qu'on avait en 1998 ou bien vers les années 2000-2001. Je donne comme exemple. Mais nous avons le mouvement du M23 qui change de dénomination. C'était CNDP et puis M23. Avant, c'était le RCD. Et demain, on ne sait pas quel nom le mouvement du 23 mars va prendre encore. Mais vous allez constater que pour cette troisième guerre, les M23, les valets du Rwanda, même le Rwanda n'a pas les moyens pour faire une nouvelle guerre d'invasion de la RDC jusqu'à arriver à Kinshasa.
déjà, ils ont des problèmes économiques. Ils ont des problèmes déjà au niveau de leur pays avec l'état d'urgence qui a été décrété à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une sorte d'équilibre qui s'est déjà installé sur les terrains. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire la guerre parce que nous avons une économie déjà qui est tentée de renaître de ses cendres. Aujourd'hui, on parle d'un budget de 16 milliards de dollars. Nous sommes en train de reconstruire notre tissu économique. Moi, je ne vois pas le gouvernement de Tshisekedi et le gouvernement Sama Lukonde prendre tous ces 16 milliards de dollars et aller financer une guerre parce que nous voulons montrer au monde entier que nous sommes plus forts que le Rwanda sur le plan démographique, sur le plan personnel, militaire. Il y a des guerres qui se terminent aussi par la négociation, par la diplomatie. Je pense que nous devons épargner cet argent. Le pays a beaucoup de problèmes. Il faut les canaliser vers les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres problèmes du pays. Notre armée aujourd'hui est tentée de monter en puissance. Il faut faire confiance à notre armée, mais il ne faut pas aussi exclure l'apport des étrangers. C'est-à-dire, si aujourd'hui la SADC nous dit, d'ailleurs, il y a une mission des chefs d'état-major de la SADC qui a fait les déplacements pour l'Est de la République démocratique du Congo pour étudier les voies et moyens, voir dans quelles possibilités, au cas où la RDC en ferait la demande, que la SADC puisse revenir au pays. Oui, Jordan, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. C'est comme votre maison qui est tentée de brûler. Vous vous dites non, un voisin ne peut pas apporter un bassin d'eau pour éteindre le feu. Aider à éteindre le feu. D'accord. Parce que vous avez des enfants à dire. J'aimerais en tout cas rebondir sur les propos des Dieudonné Allez-y et puis on va passer à... Voilà, au fait, j'aimerais, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rebondir sur les propos des Dieudonné Boinali. Au fait, c'est vraiment la mort dans l'âme que je vous ai écouté minutieusement avec l'oreille d'un prêtre. Et je dirais même que je suis en tout cas estomaqué que vous puissiez réfléchir de la sorte. Pourquoi je l'ai dit? Je pense que je vais répondre à son argument, je vais en tout cas détruire son argument par des exemples. Aujourd'hui, quel est l'état de la France au Burkina Faso? Les Burkinabés venaient de chasser la force française qui était venue, soi-disant, remettre la paix au Burkina Faso. Aujourd'hui, cette force a été chassée. Quel est l'état du Mali aujourd'hui? L'opération Berkane. Les Maliens ont chassé la France parce qu'ils ont compris que la souveraineté a toujours été une question nationale. Ce n'est pas à la France de venir remettre la paix, de venir remettre la sécurité au Mali. La France a été chassée. Quel est aujourd'hui l'état de la Libye? Les Français qui ont promis aux Libyens de leur venir en aide, en venant les ramener le paradis sur terre, soi-disant que Kadhafi était les diables en personne et qu'il fallait les tuer. Aujourd'hui, quel est l'état de la Libye? La Libye est séparée en deux. Il y a les forces rebelles qui ont pris la relève en Libye. Quelle est aujourd'hui, je dirais, la situation de la Russie qui se bat avec l'Ukraine? Qui vient en aide aux côtés de la Russie? Pensez-vous que Vladimir Poutine n'arrive pas à bien se défendre? Il arrive à bien se défendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas espérer que le rétablissement de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo doit venir par les canaux du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. C'est faux. Ce n'est pas à eux de venir remettre la stabilité au beau fixe à l'est du pays. Parce que je vous ai donné un exemple tout récemment. Que vous ne pouvez pas appeler les Nilotiques venir combattre un État où il y a encore des Nilotiques parce qu'entre un frère et un ami, les choix ont toujours été clairs. Alors, j'aimerais encore dire ceci. Si aujourd'hui on n'arrive pas à rétablir ou encore à redynamiser notre armée, nous allons continuer à pleurer des siècles et des siècles. Parce qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent mieux défendre leur pays. Moi, j'ai aimé l'initiative du président de la République d'appeler la jeunesse à s'enrôler à l'armée. Parce que c'est aux jeunes Congolais de défendre leur État. Ce n'est pas aux Kenyans, ce n'est pas aux Burundais, ce n'est pas aux Ougandais ou aux Angolais de venir nous défendre. La guerre coûte trop cher. Vous savez, aujourd'hui, pour que les forces de la CIAC viennent en RDC, vous savez combien ça nous coûte? J'étais dernièrement au briefing avec le ministre Mouyaya qui nous a parlé qu'au moment où nous parlons, c'est déjà 30 millions qui est parti. 30 millions. Est-ce qu'il y a un rétablissement de la paix? Et si cette force-là arrive à faire plusieurs années, combien le pays va dépenser?
Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans un État qui est, où habite la MONUSCO. Depuis que la MONUSCO est là, parce que nous sommes déjà assistés, si nous pensons que le rétablissement de la paix passera par d'autres États. Vous savez, il y a combien d'États qui sont réunis en RDC, à l'est du pays? La MONUSCO compte plusieurs États. Il y a même des militaires bangladais qui sont dans la MONUSCO. Il y a les Angolais, il y a plusieurs personnes dans la MONUSCO, plusieurs nations qui sont regroupées au sein de la MONUSCO. Mais est-ce qu'il y a rétablissement de la paix? Cela prouve à suffisance que le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo ne passera que par les Congolais eux-mêmes. C'est à nous-mêmes de nous prendre en charge. Le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Je réponds maintenant à votre question. Oui, nous allons y revenir. Mais dès Denis Boanali, il y a une délégation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui a séjourné en République démocratique du Congo, avec pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666-2022 du Conseil de sécurité. Et à quoi peut-on s'attendre de cette mission de cette mission des Nations Unies? Est-ce que ça pourra aboutir à des sanctions ou puisque ils ont été là pour aussi soutenir l'action de la MONUSCO, pour rappeler qu'elle fait partie de la solution pour retrouver la paix? Bon, je vais d'abord dire ceci. Les mots évaluation, je pense, n'a pas sa raison d'être parce qu'il y a eu par le passé beaucoup d'émissions de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui ne nous ont rien apporté. Moi, je pense que c'est une visite de trop, diplomatique et à la fois diplomatique et touristique de trop, parce que combien de fois on a reçu un secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo? On a même reçu l'ancien, je ne sais pas s'il est toujours au pouvoir, Jean-Pierre Delacroix, chargé des opérations de maintien de la paix, ici, à Kinshasa. Il a été reçu depuis l'époque de Kabila jusqu'à Tshisekedi. Mais les Nations Unies ne parviennent pas toujours à ramener la paix. Ils disent que non, ils viennent pour évaluer la situation sécuritaire à l'Est. Mais il n'y a pas mieux une organisation qui est mieux informée comme la mission des Nations Unies sur l'insécurité à l'Est, comme la MONUSCO. Ils ont déjà des rapports. Moi, je pense qu'ils viennent pour autre chose. Il faut comprendre par ces balais diplomatiques que c'est pour cela que Jordan ne m'a pas compris. Je ne suis pas contre la redynamisation de l'armée, la redynamisation de la défense de la RDC par les Congolais eux-mêmes. Quand je soutiens l'aide étrangère, c'est-à-dire je suis aussi d'accord pour que certains pays amis puissent venir nous aider à bouter dehors l'ennemi. Je n'ai pas dit qu'on doit appeler nos frères de la région de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire du Kenya et d'autres pays qu'il a cités, pour venir ici nous aider à ramener la paix. Il a donné des raisons bien évidentes. Ça coûte trop cher. Ce sont des frères. Entre un frère et un ami, le choix est clair et puis ça coûte cher. Moi, quand j'ai défendu cette thèse, j'ai parlé de la SADC. J'entendais que vous puissiez me comprendre que j'étais en train de citer l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola. Ce sont des pays-là à qui moi je faisais référence. Ce n'est pas le Kenya, le Burundi. Le Burundi a envoyé 100 policiers et 100 soldats. Des vieux soldats. D'ailleurs, des vieux soldats. Incapables de courir. Qui ne sont même Ce sont eux qui vont venir défendre les Congolais. Qui ne sont même pas mieux armés que notre armée actuellement. On les a envoyés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces contingents-là burundais? Je reviens maintenant sur la délégation du Conseil de sécurité. Moi, je pense que cette délégation, encore une fois, viendra constater, c'est-à-dire ce que la MONUSCO a fait comme rapport, ils sont venus juste vérifier. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas mieux informé que la MONUSCO ici en RDC. Ils viennent juste constater, faire la même chose, c'est la routine, et puis rentrer, appeler tout le monde à la paix. Et on va aller aussi à Kigali, discuter avec le président Paul Kagame, on a discuté avec le président Tshisekedi, et puis ça sera toujours les status quo. Après 2 jours, vous allez attendre à Beni, on a tué les gens. À l'Est, on a pris encore un village par le mouvement du M23. Je pense que le moment est venu, les rassonner, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies sanctionne. Et ceux qui financent cette guerre
bloque même les comptes bancaires de ceux qui financent cette guerre, sanctionne même certains États, sanctionne même certaines personnes au pays comme à l'étranger qui ne veulent pas que la guerre puisse se terminer parce qu'il y a une économie de guerre qui s'est construite autour de l'insécurité. Il y a des gens qui ne veulent pas que la paix puisse revenir à l'aise. C'est parce que c'est mauvais pour leurs affaires, c'est mauvais pour les business. Il faut continuer à piller, à acheter les minéraux de la RDC par la fenêtre. Ils ne veulent pas venir par la grande porte, c'est-à-dire venir à Kinshasa, discuter avec des ministères compétents qui sont là, les ministères des Mines, vous avez le ministère du Plan et d'autres ministères. Venir ici créer des entreprises, des sociétés de jointe venture dans lesquelles vous allez trouver l'État congolais à travers ces entreprises comme la GECAMINE. L'État sera aussi actionnaire. Ils n'en veulent pas parce qu'ils sont déjà habitués à prendre nos minéraux par la force, par la guerre. C'est ça les problèmes. Et on ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi je soutiens ce que le ministre national de l'Industrie a dit hier sur les antennes de Top Congo, Julien Paluku Kayonga. Il a appelé la communauté internationale à sanctionner, à décréter un embargo contre tous les minéraux. Moi, je vous dis qu'il ne faut rien espérer de la communauté internationale. C'est à nous-mêmes, Congolais, de sanctionner, pas la communauté internationale. Les minéraux de sang, c'est-à-dire les minéraux qui ont été exploités illicitement et qui sont vendus sur les marchés internationaux. Voilà des solutions que nous préconisons. Mais déjà, il faut tracer, il faut tracer ces parce que ces minéraux sont vendus sans traçabilité. Quelles sont les zones de production? Elles sont connues. Ce sont des zones de guerre. Quelles sont les entreprises qui produisent ces minéraux? Elles sont connues. Quels sont les États où passent ces minéraux pour que ça arrive sur les marchés internationaux? C'est connu. Si vous sanctionnez, vous décrétez un blocus contre ces minéraux, vous allez voir que la paix va revenir. Oui, la paix va revenir en République démocratique du Congo. Il faut que ça revienne en République démocratique du Congo, comme l'a dit si bien le président de la République, et c'est même son cheval de bataille. Nous allons, comme annoncé au début de cette émission, passer à un autre terme. Il s'agit de la criminalité financière en République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder ces sujets, je vais demander à la régie, si elle est en accord avec moi, de nous balancer un extrait du discours du ministre des Finances Nicolas Kazadi lors de l'inauguration du bâtiment de la cellule nationale de renseignement financier en République démocratique du Congo. Et c'était aussi une occasion pour présenter la nouvelle loi anti-blanchiment en République démocratique du Congo. Grâce à votre implication personnelle, le processus de mise à niveau du dispositif légal de lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération a atteint son stade final à travers la promulgation de la dite loi par votre Excellence le mardi 27 décembre 2022. On peut retenir que cette loi apporte plusieurs innovations qui répondent aux standards internationaux. Notamment, elle prévoit la répression de la prolifération, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif, les mesures de vigilance sur les personnes politiquement exposées, le mécanisme de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ainsi que les statistiques. Elle a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le blanchiment des capitaux, ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Elle détermine également les mesures visant à décourager ces fléaux, ainsi que les dispositions destinées à faciliter les enquêtes et poursuites irrelatives. Voilà, là nous venons de suivre le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui présentait les grandes innovations que comporte la nouvelle loi anti-blanchiment en République démocratique du Congo. Nous savons tous très bien que la criminalité financière a élu domicile dans le pays et le président de la République lutte à travers de structures qui ont été mises en place, notamment l'APLC, l'agence de lutte contre la corruption dans le pays. Il y a également à côté l'inspection générale de finances et aussi il y a
On venait d'assister aussi à la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, tout ça pour contrôler la gestion de finances publiques dans le pays. Et aussi, il y a la CNRF, la cellule nationale de renseignement financier, qui vient aujourd'hui d'être dotée d'un nouveau bâtiment. On voyait comment cette structure travaillait dans des conditions pas vraiment adéquate et sous-logée à la Banque centrale. Mais aujourd'hui, elle est dotée d'un nouveau bâtiment et elle a l'ambition de s'étendre partout dans le pays et d'avoir des agences partout dans différents coins du pays afin de mener à bien sa mission. Dieudonné Boinali, vous suivez cette question de près, mais comment décrivez-vous aujourd'hui la situation de lutte contre la criminalité financière en République démocratique du Congo? Bon, c'est une question très pertinente. Vous savez, aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, est cité par le système GAFI comme l'un des pays où règne la criminalité financière. Il y a certains criminels économiques, internationaux, qui ont élu domicile dans notre pays, profitant des faiblesses de nos lois, profitant de l'absence de certaines institutions de lutte contre les blanchiments des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Et le législateur a eu une idée géniale de proposer la création de la cellule nationale de renseignement financier, CNRF en sigle, qui a été créée par la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Mais force est de constater que depuis la création de cette institution en 2004, aujourd'hui nous sommes en 2023, c'est presque 20 ans, cette institution était encore locataire. Selon mes sources, elle était logée au sein des bâtiments de la Banque centrale du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'un pas a été franchi 20 ans après pour doter cette institution d'un bâtiment, d'un siège social propre sur le grand boulevard du 30 juin. Cette institution a beaucoup souffert, en plus de l'absence des locaux, de l'insuffisance du personnel, aussi des moyens financiers, qui constituent en quelque sorte des bâtons dans les roues dans l'accomplissement de ces missions reconnues par la loi. Donc, ce qui a été fait là par le gouvernement Sama Lukonde, c'est à féliciter. C'est une avancée, je pense, au niveau international. On va noter cette avancée. Et puis, pour essayer un peu d'améliorer la note de notre pays en ce qui concerne la lutte contre les blanchiments des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Maintenant, une chose est de créer l'institution, de nommer les animateurs, de doter cette institution d'un siège, mais il faut doter aussi l'institution d'un personnel. Parce qu'aujourd'hui, la CNRF souffre de l'absence d'un personnel. Elle doit être déployée sur toute l'étendue du territoire national. Et au besoin, avoir même des bureaux de représentation à l'étranger. Pourquoi ? Vous avez des criminels qui sont dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous avez dans les casinos, dans les jeux des hasards, vous les avez dans les trafics de la drogue, vous les avez aussi dans les trafics illicites des minéraux, et j'en passe. Il faut qu'on cherche tous ces criminels pour qu'on les traque, pour qu'on les fasse respecter la loi. Vous avez aussi d'autres personnes qui gardent de l'argent, ici de la mafia, des activités illicites, dans des maisons, et ils blanchissent ça
en ayant une activité secondaire qui est présentée aux yeux de l'opinion comme l'activité principale. Oh, ce n'est pas l'activité principale de cette personne physique ou morale. En réalité, cette personne physique ou morale est dans le blanchiment des capitaux, des activités illicites. Moi, j'encourage toutes ces initiatives parce que on reprochait au gouvernement le fait d'avoir seulement actionné l'inspection générale des finances pour lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et autres maux dont souffrait notre pays. Mais à la Cour des comptes, il y avait une certaine léthargie. Et puis la CNRF avait des difficultés pour bien fonctionner et accomplir ses missions. Oui. Heureusement, les trois là forment un triangle, je pense. S'ils travaillent ensemble, ils vont aider l'État à lutter contre le blanchiment des capitaux, contre les détournements des deniers publics, la corruption et autres maux dont souffre notre pays, surtout améliorer l'image du pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Jordan Maïkini, vous avez suivi le ministre Nicolas Kazadi qui présentait la nouvelle loi anti-blanchiment. Et vous savez que le pays, la République démocratique du Congo, souffre énormément de cette situation, le blanchiment des capitaux, les financements du terrorisme. Et aujourd'hui, il faut lutter contre. Le président de la République veut que ces problèmes soient éradiqués puisque ça tire vraiment vers le bas l'économie du pays et ça aussi ne permet pas qu'il y ait une très bonne gouvernance. Mais comment renforcer la CNRF? Comment la CNRF aujourd'hui peut arriver à mieux accomplir sa mission? Voilà, je pense que je vais aussi bénéficier du même temps d'antenne que mon co-débatteur, Dieudonné Boinali, parce que j'ai été abandonné pendant un certain moment. Non, allez-y. Alors, je dirais ceci, j'aimerais d'abord commencer par replacer les contextes. Ce qu'il faut savoir du contexte congolais actuellement est qu'il y a Transparency International, cette ONG britannique internationale qui venait de publier son classement sur l'indice de perception de la corruption au monde. Au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo est classée à la 166e place comme étant le pays le plus corrompu sur 180 pays au monde. Cela veut dire que la question de la corruption est d'une si grande importance si réellement nous voulons que les pays puissent aller de l'avant. Parce que le pays est en tout cas assis sur une bonne dose de la corruption. Alors, il faudrait d'abord commencer par restaurer toutes les instances de contrôle en vue de contribuer à éradiquer les fléaux de la corruption. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, qu'on puisse doter la cellule nationale des renseignements financiers d'un bâtiment pour leur permettre d'avoir quand même un espace de travail afin de mieux lutter contre les blanchiments des capitaux et la lutte contre les financements du terrorisme. Mais j'aimerais que la République démocratique du Congo, encore les gouvernements congolais, puissent aller au-delà. Parce que c'est vraiment un problème très capital. Il faut qu'il y ait restauration et organisation du contrôle de l'État. Pourquoi je l'ai dit? Je donne l'exemple aujourd'hui. Nous avons applaudi quand le chef de l'État a essayé de redynamiser la Cour des comptes. D'ailleurs, c'était un plaidoyer mené par plusieurs organisations de la société civile, telles que l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, qui a milité fortement pour que la Cour des comptes soit redynamisée. Aujourd'hui, avant, les magistrats de la Cour des comptes travaillaient sans pour autant prêter serment. Et après, le chef de l'État a compris qu'il devait prêter serment. Mais ce n'est pas fini. Je vais ici relever un élément. Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays à la dimension continentale, un très grand pays au cœur de l'Afrique. Si vous allez à la Cour des comptes, il y a 60 magistrats qui travaillent pour lutter contre la corruption. Mais c'est peu. Je donne l'exemple de l'Afrique du Sud, un pays qui a une superficie de près d'1 million de kilomètres carrés, mais qui compte 2000 magistrats à la Cour des comptes. Je donne l'exemple de la Chine, qui a 2 millions de magistrats à la Cour des comptes. Donc vous comprenez qu'avec la dimension de la RDC, 60 magistrats à la Cour des comptes, c'est insuffisant. Voilà pourquoi
j'en profite pour lancer ces plaidoyers, demander aux autorités de redynamiser encore la Cour des comptes en les dotant de personnel pour pouvoir bien faire les travaux. Et si nous regardons aussi les infrastructures de la Cour des comptes, on ne peut pas avoir une Cour des comptes avec ces genres d'infrastructures dans un pays à la dimension continentale comme la RDC. Je donne encore l'exemple de l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF, c'est une institution que moi, j'ai loué la qualité du travail mené par Gilles Alingueté. Mais les travaux ou encore les travaux de l'IGF aujourd'hui souffrent d'un sérieux problème lié à l'impunité. Quand l'IGF arrive à vous présenter ceux qui sont à la base des coulages des recettes dans notre État et que la justice n'arrive pas à s'en saisir, la justice n'arrive pas à accompagner l'IGF à bien mener son travail. On vous dit par exemple que voici les chefs de l'État, lorsqu'il a eu à prendre les pouvoirs, il a lancé les travaux des 100 jours. L'IGF mène des enquêtes, on vous dit par exemple il y a tel monsieur qui a détourné de l'argent. Et puis quand on arrive au niveau de la justice, les mêmes personnes qui ont été inquiétées ou encore envoyées à Makala aujourd'hui, ils sont en liberté. Cela veut dire que nous sommes dans un État où règne l'impunité. Donc, avec cette allure, je pense que les pays ne doivent pas vraiment avancer. Nous allons continuer à rétropédaler. Alors, l'état des droits et la démocratie que nous voulons dans notre pays ne doit pas se limiter au niveau politique, mais ça doit plus être renforcé au niveau économique. C'est-à-dire, il faut renforcer les instances de contrôle. Aujourd'hui, vous avez la CNRF qui vient d'être dotée d'un bâtiment. C'est louable, c'est appréciable, mais il faudrait que la CNRF également, comme venait de le dire Dieudonné Boinali, soit aussi dotée d'un personnel capable de pouvoir nous aider à lutter contre les blanchiments d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui les font dans notre pays. Il y a, par exemple, dans les jets des hasards, qui est un secteur presque pas bien contrôlé en RDC. Donc je pense que si on arrive à renforcer du contrôle, parce que nous sommes déjà un État qui est assiégé par le terrorisme. Donc la question relative au terrorisme mérite d'être mieux traitée en RDC. Ça doit vraiment être pris en considération, parce que déjà il y a le terrorisme qui a béni. Il y a des terroristes qui continuent aujourd'hui à nous massacrer. Donc nous devons en tout cas prendre la question liée au contrôle de l'État au sérieux. Parce que si nous ne prenons pas cela au sérieux, on va continuer à être cet État où brillent les dépassements budgétaires. Et les dépassements budgétaires, déjà, vous devez le savoir, c'est un indice probable du vol du fonds public et des corruptions. C'est d'ailleurs une faute de gestion qui est condamnée par la loi sur les finances publiques, la LOFIP, dans son article 38. D'ailleurs, je venais d'être à une activité de la Cour des comptes où les premiers présidents de la Cour des comptes l'a si bien rappelé, puisque aujourd'hui, lorsque par exemple des ONG comme l'ODEP déplorent les déplacements budgétaires, beaucoup de gens pensent qu'ils sont en train de rigoler. Non, les déplacements budgétaires est une faute de gestion et ça doit prendre fin. Si cela ne prend pas fin, le pays n'avancera pas. Oui, le pays n'avancera pas. Je pense que vous avez récupéré votre temps. Voilà, nous allons déjà vers la fin de cette émission. Mais pour boucler, je vais poser une question à laquelle vous allez tous répondre. Mais aujourd'hui, puisque nous reconnaissons que le pays est assiégé par le terrorisme et le pays où l'économie du pays est tirée vers le bas à cause du blanchiment de capitaux, de la corruption, du coulage de recettes. Voilà, comment accompagner, l'État peut accompagner la CNRF, comment l'État peut accompagner l'IGF, comment l'État peut accompagner encore la Cour des comptes afin de réussir ou de réussir ces combats et de relever ces grands défis. Dieudonné Boinali. Bon, nous avons cité 3 institutions, l'inspection générale des finances. Quand l'inspection générale des finances arrive à constater les coulages des recettes publiques ou les détournements des deniers publics, elle fait des constats, elle fait des rapports, mais l'inspection générale des finances n'est pas les cours et tribunaux.
Et puis, il se pose aussi un problème. Quand on constate les écarts des détournements, on fait des redressements fiscaux, on arrête les gens payent les amendes. Et ces amendes, ces redressements fiscaux sont payés à travers les caisses des régies ou les comptes bancaires des régies financières. Idem pour la Cour des comptes. La Cour des comptes constate aussi les écarts, c'est-à-dire on n'a pas respecté la loi des finances publiques. Mais la Cour des comptes s'arrête à un certain niveau, à mi-chemin. Son travail doit continuer. C'est là où se posent des problèmes. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous. Et puis, c'est une bonne question. On doit aider ces trois institutions à aller au-delà, à parachever leur mission. C'est-à-dire, ils ne doivent pas faire un travail, constater, et puis on s'arrête là-bas. L'IGF dit, bon, concernant les contrats chinois, il y a eu les écarts entre les fonds alloués aux infrastructures et les infrastructures réellement réalisées. Et tout le monde applaudit. L'IGF a fait un bon rapport, mais on n'interpelle pas les gens, il n'y a pas de procès, c'est anormal. Il se pose aussi un sérieux problème en ce qui concerne la troisième institution, la CNRF, parce que moi, j'ai amené ces trois questions. Comment recouvrer les avoirs criminels dissimulés? Qu'est-ce que l'on fait des fonds ainsi récupérés? Où vont-ils? C'est toute la problématique. En ce qui concerne une institution comme la CNRF, quand on arrive à mettre la main sur l'argent qui est destiné à être blanchi, par exemple, l'argent qui est destiné, par exemple, à financer le terrorisme, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que les législateurs doivent nous préciser. Sous d'autres cieux comme aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe, les législateurs précisent par exemple que ces fonds seront canalisés par exemple, pour la construction des infrastructures, par exemple pour le financement des ONG, pour l'enfance, par exemple pour le financement des ONG qui vont encadrer par exemple, les enfants de la rue, parce qu'ils ont besoin de l'argent pour faire bien leur travail. C'est là où il y a un peu le silence de la loi. Et nous invitons l'État, comme vous avez posé la question, à doter ces trois institutions des moyens adéquats pour les permettre de travailler dans les conditions et les meilleures pour l'atteinte de leur mission. Là où nous avons parlé des bâtiments, il faut des bâtiments dignes, comme l'a dit mon confrère Jordan Mayenikini. Il faut des bâtiments dignes pour ces institutions. Il faut des bâtiments aussi répondant à la grandeur de l'ambition que nous voulons avoir pour ces pays, l'ambition des grandeurs. Il ne faut pas, par exemple, pour des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'a dit Jordan, vous avez 2000 magistrats pour une population qui est inférieure à celle de la RDC. Et chez nous, vous avez 60 magistrats. 60 magistrats vraiment très insignifiants. Voilà. C'est insignifiant. Vraiment, Jordan on ne leur permet pas vraiment de faire le travail. Oui, oui. Jordan Mayenikini, une loi anti-blanchiment a été présentée. Mais comment faire respecter aussi cette loi? En fait, je dirais ceci. Seule la justice élève une nation. Parce que parmi les trois institutions que nous venons de citer, il y a la CNRF, l'IGF et puis la Cour des comptes. On peut même ajouter des agences telles que l'APLC. Oui. Personne de toutes ces institutions n'envoie les gens en prison. C'est la justice, c'est le rôle de la justice. Ça veut dire, l'IGF peut vous dire que tel monsieur a détourné, mais ce n'est pas à l'IGF de l'envoyer en prison. Exactement. Alors si la justice n'accompagne pas les travaux de ces institutions de lutte contre la corruption, le pays n'avancera pas. Donc, c'est à la justice de nous aider à évoluer. C'est à la justice, en tout cas, d'aider les pays à évoluer. Sinon, nous allons continuer à tourner en rond et puis rien ne va se passer. Donc, nous voulons à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Nous avons assez tergiversé. Il y a aujourd'hui plusieurs pays africains qui ont pris les choses au sérieux, qui sont en train d'évoluer. Mais nous continuons à rétropédaler, nous continuons à tourner en rond. Nous devons prendre conscience qu'à part la RDC, nous n'avons pas un autre État. C'est notre État, nous devons l'aider à évoluer. Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai pu dire. Et je demande en tout cas à tout Congolais d'être vigilant et de résister face à toutes les situations que nous sommes en train de traverser. Nous allons vaincre.
Merci beaucoup, merci à vous Dieudonné Boinali, merci à Jordan Mayenikini pour vos analyses, vos réflexions autour de ces deux grands sujets importants, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo et la criminalité financière qui a élu aussi domicile dans le pays. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous pour votre aimable attention. Nous espérons vous revoir très prochainement. L'information continue sur Géopolis Télévision, dans son site web aussi www.geopolismagazine.net et aussi son compte YouTube Géopolis TV. À la prochaine. Merci.